Viager solidaire est un modèle un peu atypique qui nous a intéressés. On n'a pas de lien direct, mais le hasard fait que quand même, encore, mais on a quand même si un lien direct, on l'expliquera avec Maggie. Et donc cette société un peu particulière, puisque c'est une coopérative, est un modèle unique, sauf si je me trompe, mais je pense que c'est un modèle unique en France. Et donc, on va échanger avec Sébastien Tchernia, qui est le président fondateur, qui a créé, qui va nous expliquer le pourquoi et comment. Julie Georges, qui a un rôle un peu plus proche des personnes âgées, qui est tout ce qui est coordination de la vie sociale. Et puis Maggie, qui est une bénéficiaire de cette activité du viager solidaire et qui nous expliquera pourquoi. Je vais passer donc la parole à Sébastien. Donc expliquez-nous un peu pourquoi cette création, comment, et puis comment ça fonctionne, et puis on aura aussi un témoignage. Pourquoi alors on a créé cette démarche? La démarche, c'est donc le viager solidaire. Alors j'aime bien, je vais faire une petite aparté en entrant directement dans le cœur du sujet. Moi j'ai vu le film qui était tourné par Pierre Tchernia en 71. Qui a contribué à l'extinction, voire à la désuétude, à l'extinction du viager entre particuliers. En 82, donc, naissait la CPPA avec les principes d'accompagnement dans des résidences spécialisées. Et puis en 2012, on remettait au goût du jour le viager sous une forme solidaire, institutionnelle, collective. Et donc on est, nous, à cette initiative. C'est pour ça que je fais tout ce petit chemin, pour montrer qu'en plus je m'appelle Sébastien Tchernia, donc c'est un lien qui est de cause à effet assez direct. Alors, donc l'environnement dans lequel on évolue, vous le connaissez tous pratiquement mieux que nous, si je puis dire, parce que vous aurez dans ce secteur d'activité depuis plus longtemps que nous, enfin que moi sûrement. Mais il n'en reste pas moins que personnellement j'ai été concerné par la dépendance à travers ma grand-mère que j'ai accompagnée de 2006 à 2011 avec toutes les conséquences matérielles, financières, psychologiques que ça génère dans la famille, et j'ai aussi pu constater les choix de sa fille qui était donc qui est toujours ma mère, et ses choix vis-à-vis du patrimoine. Alors ma grand-mère était absolument pas riche, elle était simplement propriétaire d'une maison que mon grand-père avait bâtie en banlieue parisienne. Face à ces nouveaux besoins d'accompagnement de la perte d'autonomie, de la dépendance de ma grand-mère, j'ai pas vraiment compris pourquoi ma mère n'a pas voulu vendre sa maison. Voilà. C'est-à-dire qu'elle voulait la garder pour des intérêts financiers personnels, c'est-à-dire bien sûr hériter de cette maison, puis en faire un outil locatif ou un outil, je ne sais quoi. Dans tous les cas, c'était plus un intérêt personnel que de la mettre au service des besoins, de la précarité qui engendrait la perte d'autonomie de ma grand-mère. Et ça, moi, je travaillais dans le patrimoine, je travaillais dans les banques privées, gestion privée, vous savez, la finance, quoi, les métiers, quoi. Donc, des fois, on peut avoir un peu honte. Moi, j'en ai tiré beaucoup de conclusions, et j'ai trouvé que pour présenter et promouvoir le patrimoine qu'on met au service de projets personnels, l'éducation de ses enfants ou de la retraite, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on conseille aux clients des banques tous les jours. Et le jour où on arrive face à une situation comme la dépendance, on ne va pas mettre son patrimoine à son service à ce moment-là. Moi, ça m'a dépassé, en fait. Je n'ai pas compris pourquoi on ne faisait pas comme ça. Donc, de là, j'ai décidé de passer directement à la fin, c'est-à-dire être en lien avec les personnes concernées par la perte d'autonomie et militer pour qu'elles se servent de leur patrimoine afin de leur créer des ressources complémentaires, les aider dans leur quotidien. Voilà, ça c'est mon point de vue. Je milite pour ça parce que automatiquement vous avez des freins qui sont plus durs à désintégrer qu'un atome. C'est-à-dire que dans notre conception, on doit transmettre des biens, on doit transmettre son outil de production. Bon, ça c'était avant, mais enfin, c'est très ancré dans les liens familiaux, alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faut éviter de transmettre à ses enfants, c'est des soucis en plus, quoi. Voilà, c'est des soucis en plus de gestion humaine, enfin vous les connaissez tous aussi bien. Si vous voulez, vous serez peut-être plus à l'aise. Un peu plus de confort, je pense, si vous vous mettez là, pour présenter un peu tout ce qui est environnement. Là.
Oui, il marche. Il marche. Il marche? Oui. D'accord. Vous avez vos deux cartes qui sont là, à gauche. Ah, d'accord. Bon, alors, c'est sûr que là, on est au groupe ACPPA, vous présentez les résidences gérées. Nous, c'est pareil, aujourd'hui, quand on rencontre un bénéficiaire potentiel, ou quand on présente notre modèle à des particuliers, des financeurs, des privés, des institutionnels, des collectivités, des associations, on part d'un principe assez simple, un constat tout simple, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'aller en EHPAD, ça coûte de l'argent personnel. C'est-à-dire que la personne âgée va avoir un reste à charge. Voilà. C'est important parce que si l'EHPAD était gratuite, prise en charge, c'est ce que je veux dire plutôt, ça serait peut-être plus compliqué pour nous de militer pour le maintien à domicile et le financement de ce maintien à domicile. Or, comme c'est payant, il s'avère que le maintien à domicile a toute sa carte à jouer, dans la mesure où c'est bien évidemment, ça va coûter de l'argent, ça ne peut pas se faire sans frais de vieillir chez soi, accompagné d'aidants, d'auxiliaires, d'infirmiers, on peut aller même jusqu'à l'hospitalisation à domicile. Mais comme ces frais-là, ils sont quasiment inéluctables en fait avec la perte d'autonomie. Donc, ce qu'on propose, c'est de se servir pour ceux qui sont. Donc, on va passer à la slide d'après. En fait, on a fait peut-être la liste de l'environnement que vous connaissez très bien aussi. C'est qu'on a remarqué que les gens, aujourd'hui, en 2018-19, voulaient quasiment tous vieillir chez eux, rester chez eux le plus longtemps possible. On avait remarqué aussi que 75% d'entre eux sont propriétaires de leur logement. C'est-à-dire que la solution du viager solidaire peut s'adresser à une très grande partie de la population qui est concernée par la perte d'autonomie. Donc, le constat, c'est fait tout simplement. On a créé donc un outil qui est une société coopérative, donc ce n'est pas une association, tout simplement parce que le nerf de la guerre, c'est-à-dire que pour financer ces logements, il faut qu'on ait une capacité d'investissement, de financement, et qu'avec une association ou une fondation, c'était un peu plus compliqué, on était très limité dans les choix et dans notre dans l'adoption des principes financiers qui régissent notre société. Donc, on a monté une société coopérative qui est un intermédiaire entre l'association et la société de capitaux. C'est une société de personnes. Voilà, c'est une société où ce sont les personnes qui s'associent comme les coopératives avec une voix à l'Assemblée Générale. Donc, dans la société coopérative, on associe les financeurs d'un côté et on associe les bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est ceux qui vont donc vendre leur logement à la coopérative et qui vont donc, à partir de ça, percevoir des revenus, bien évidemment, comme un viager classique, si ils vont percevoir un capital au départ et ensuite des revenus tous les mois, toute leur vie durant, qui sont bien évidemment intégralement transmissibles si on a un couple à sa compagne ou à son compagne. On fait aussi les familles reconstituées, c'est-à-dire que si vous avez un qui est propriétaire du logement et l'autre personne qui ne l'est pas, on arrive à générer un droit d'usage d'occupation pour les deux, jusqu'à la fin de vie de chacun. Bien sûr, ce qui est important dans le viager, vous l'aviez compris, excusez-moi, je parle beaucoup, c'est très simple, le viager, ça a deux vertus. La première, c'est d'offrir un toit, et quand on va en viager, on va conserver toute sa famille durant. Donc c'est assez paradoxal, mais on va se décharger de toutes les charges liées à son immobilier et percevoir des revenus complémentaires. Donc c'est assez facilitant finalement pour rester chez soi, bien que ce soit fait, voulu que ce soit fait dans un environnement comme le nôtre, c'est-à-dire bienveillant, social et solidaire, puisque notre société coopérative est d'intérêt collectif. Elle est agréée entreprise solidaire d'utilité sociale. Autrement dit, elle n'est pas lucrative. On ne cherche pas à tirer des profits financiers, que ce soit des fondateurs, des financeurs, des partenaires bancaires, et même des collectivités, enfin, tous ceux qui prennent part à l'aventure n'ont pas une recherche de profit. Maintenant, ceci étant dit, on emprunte, donc on est selon les modes financiers classiques avec un taux d'intérêt, et on a donc un modèle économique à préserver, à faire perdurer pour que cette solution puisse se déployer auprès d'un plus grand nombre. Bonjour à tous. Alors, concrètement, comment ça marche ?
En fait, il y a deux phases de la vie d'une personne âgée dans nos coopératives. Il y a une première phase qui va se dérouler en 3 temps. Il y a son arrivée dans la coopérative, c'est ce que j'ai mis sur le seuil. Ensuite, il y a comment elle y vit, et puis après, il y a une deuxième phase, c'est le recyclage. Donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Alors, au niveau de la première phase, c'est l'arrivée d'une personne âgée dans la coopérative. Comment ça se passe? On a à peu près 80 demandes par mois de personnes âgées qui souhaitent vendre à la coopérative leurs biens viagers. Donc ce sont des personnes qui viennent directement chez nous, on ne démarche personne. Sur ces 80 contacts par mois que l'on a à peu près, ensuite il y a une enquête sociale qui est réalisée auprès d'une vingtaine de personnes en général par mois. Une enquête sociale qui va permettre de déterminer effectivement si la personne est bien dans cette dynamique de vouloir rester chez elle et de vouloir vendre engagé pour financer son maintien à domicile. Ensuite, il y a un comité d'engagement qui va statuer sur la viabilité du projet et ensuite, donc, la personne rentre de la coopérative. Alors, l'enquête sociale, ça consiste en quoi? L'enquête sociale, on s'intéresse d'abord à la personne âgée et à son projet de vie. Donc, il y a un enquêteur social qui se rend au domicile de la personne âgée, qui va aller la rencontrer, qui va évaluer ses besoins, son projet de vie et mesurer aussi sa fragilité et voir aussi son degré d'autonomie, etc. Une fois que l'enquêteur social a rencontré cette personne, il va faire un rapport qu'il va présenter devant un comité qu'on appelle le comité d'éligibilité au maintien à domicile. Alors ce comité, c'est un comité qui est composé de personnes qui sont extérieures à la coopérative. C'était important pour pouvoir garantir une certaine neutralité dans le processus d'achat engagé. Je m'explique. Les personnes qui font partie de ce comité, il y en a plus de la moitié qui ne font pas du tout partie de la coopérative et qui viennent de l'extérieur. Elles ne connaissent ni la personne âgée, ni son bien. Donc, ce qui permet quand même de garantir une certaine neutralité dans les prises de décision. Pendant ce comité d'éligibilité, en fait, il y a plusieurs critères qui vont être évalués pour voir si effectivement ça remplit les conditions d'achat pour la coopérative engagée. Alors ces critères, ils sont donc de 4. Le premier, c'est l'âge de la personne, donc qui se situe en général entre 78 et 84 ans. Alors pourquoi 78 et 84 ans? Parce que c'est l'âge de la prédépendance. Ensuite, il y a l'évaluation de ses besoins et les besoins avérés. Ensuite, il y a sa situation financière. Et pour terminer, son environnement social et familial. Parce que si c'est pour déshériter ses enfants, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Une fois que ce CEMD donc, a statué sur l'éligibilité de la situation qu'on a évaluée, il y a un comité d'engagement qui va valider les projets d'achat et qui va vérifier effectivement la cohérence globale de ce projet d'achat. En fait, tout ce processus, c'est pour pouvoir répondre à l'objectif de la coopérative. Alors, l'objectif de la coopérative, c'est de maintenir le plus longtemps possible une personne âgée chez elle, dans son environnement, et de prolonger son temps de vie à domicile en toute sécurité. Néanmoins, pour pouvoir arriver à cette ambition, j'ai envie de dire, on s'est quand même rendu compte que les personnes âgées avaient quand même besoin d'être poussées, d'être accompagnées pour pouvoir mettre en place des choses à leur domicile et pour pouvoir se sentir en sécurité. Alors, pour pouvoir procéder à cet accompagnement, la coopérative a décidé de m'embaucher. Voilà. Donc moi, j'occupe le poste de coordinatrice de la vie sociale. En fait, je suis travailleur social de formation et je m'occupe de 3 missions au sein de la coopérative. Alors la première, ça va être le suivi individuel des personnes âgées, donc qui sont bénéficiaires de la coopérative. Le deuxième, ça va être les actions collectives que je vais mettre en place. Et le dernier, c'est tout ce qui est travail de partenariat pour avoir un maillage sur le territoire intéressant pour pouvoir accompagner nos bénéficiaires. Alors j'explique un petit peu. Au niveau du suivi individuel, moi je m'occupe de tout ce qui est, on va dire, ouverture de droit quand c'est pas fait. Mise en place d'aide humaine, mise en place d'aide technique, aide à la construction de projets de réaménagement, d'adaptation du logement, etc. Et pour ça, j'ai besoin de me servir de styliste au niveau local. Donc j'ai besoin de connaître mon environnement. C'est pour ça que je fais un gros travail en parallèle avec les partenaires locaux, type la CPPA, Résidom en l'occurrence. Et ensuite, il y a toutes les actions collectives. Alors pourquoi on voulait mettre en place des actions collectives? C'est parce que les personnes âgées qui vivent à domicile, qui sont un petit peu isolées, ont souvent rapidement tendance à finalement ne plus trop sortir. Parce que c'est quand même bien pratique de rester à la maison parfois. Ça dépend des personnes, hein, c'est une généralité, je m'emballe un peu, mais l'idée c'est surtout de créer du lien social. Alors créer du lien social entre les bénéficiaires eux-mêmes, mais aussi avec la coopérative et les salariés de la coopérative. Alors les actions collectives, donc il y a cette part de lien social, et puis il y a aussi l'autre part qui est mettre en place des actions de prévention, des actions d'information.
Alors ça va être des actions de prévention, alors bien sûr sur la prévention de la sécurité à domicile, prévention de la santé. Alors pour ça, moi je fais appel aux partenaires, hein, parce que les partenaires sont fantastiques. Il y a les caisses de retraite, donc du régime général, notamment la CARSAT, avec qui nous avons déjà mené une action. Et puis il y a aussi les caisses de retraite complémentaires avec qui nous allons bientôt travailler. L'idée, c'est aussi de pouvoir promouvoir ce que les caisses de retraite peuvent faire aussi auprès de leurs bénéficiaires, parce qu'elles font plein de choses qu'elles ne font pas forcément bien savoir. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir continuer dans cette optique-là. Et puis pour terminer, donc, le travail de partenariat, c'est tout le lien qu'on entretient avec les prescripteurs, avec les structures de maintien à domicile, parce que pour moi, il est vraiment important de connaître effectivement le maillage local pour pouvoir orienter les personnes âgées qu'on accompagne. Je donne un exemple, j'ai été à Saint-Martin-d'Air, un endroit que je ne connais pas du tout, dernièrement pour rencontrer une de nos bénéficiaires, et je suis d'abord allée voir la directrice du CCAS le matin, j'ai pris rendez-vous pour qu'elle m'explique comment ça marchait. J'ai appris plein de choses. Et ça m'a permis après, lors de mon entretien avec la personne âgée qu'on accompagne, de pouvoir lui expliquer un petit peu les choses qu'elle ne connaissait pas, qui étaient proposées par la mairie. Voilà. Alors, après on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que tout ça, c'est la vie de la personne âgée dans la coopérative, mais qu'est-ce qui se passe après? Alors, il y a une deuxième phase, c'est la phase de recyclage. C'est pas simple, mais bon. L'idée du recyclage, c'était de donner une seconde vie à ces logements. Alors, sous quelle forme? On a deux types de recyclage en général, j'espère que je ne me trompe pas trop. Il y a une première proposition qui va être de proposer des loyers solidaires à des personnes qui sont dans le besoin, avec une priorité qui a été donnée, c'est une décision de la coopérative, donner une priorité aux familles monoparentales, qui ont parfois des difficultés effectivement à se loger quand elles sont seules, ces personnes avec des enfants, pour avoir un logement décent qui convienne effectivement à la structure de la famille, à la composition des membres de la famille. Ensuite, il y a aussi la possibilité pour des jeunes ménages de récupérer des appartements ou des maisons en location-accession. Donc ça, ce sont des jeunes ménages qui n'ont pas forcément accès au prêt immobilier pour pouvoir accéder à la propriété. Et puis, pour terminer, il y a aussi des personnes âgées qui habitent dans des logements qui ne sont pas du tout adaptés ni adaptables et qui pourraient éventuellement intégrer des logements qu'on aurait nous adaptés avec d'autres personnes qui auraient donc quitté leur logement et qui pourraient du coup s'intégrer dans un environnement plus adapté. Ensuite, une autre forme de recyclage, c'est par exemple la création de logements sociaux, en partenariat avec les bailleurs sociaux, lorsque les bailleurs sociaux investissent aussi un petit peu dans la coopérative de leur temps, et du coup ça permet ensuite d'envisager le créer du logement social. Voilà à peu près les deux formes de recyclage que je pouvais présenter. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce recyclage, toutes les ressources qui sont générées sont réaffectées dans la coopérative pour financer le maintien aussi d'autres personnages. Voilà. Donc c'est un petit peu une boucle. Mais voilà, pour conclure, en fait, l'objectif de la coopérative, c'est de trouver un système responsable, éthique et juste pour tout le monde, afin de répondre à la problématique du financement à domicile. On sait que les aides légales aujourd'hui ne suffisent pas forcément pour pouvoir rester à la maison dans le confort. D'où la combinaison en fait d'une coopérative d'intérêt collectif à but non lucratif avec un usagers solidaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On avait quelques photos d'action collective. D'action collective, voilà, c'était juste pour souligner que voilà, on avait deux diapos avec voilà, des rencontres, des activités. Donc merci Julie. On va s'adresser à Maggie. On m'a demandé de vous appeler Maggie. Ah bah bien sûr, je m'appelle Maggie. Voilà. Donc Maggie, moi j'ai vu une publicité des 3 colonnes et qui dit « Je suis une personne soulagée ». Alors, est-ce que Maggie est une personne soulagée? Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passé votre contact et votre partenariat avec les 3 colonnes et ce viager solidaire? Et puis après, on dira la petite particularité, le hasard a fait que vous êtes là à double titre. Mais je reviendrai dessus. Bon, bien, moi, quand j'avais toujours dit, quand j'aurai 80 ans, je commencerai à m'inquiéter de mon avenir. Et alors, bon, j'ai cherché, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire, tout ça. Et puis, j'ai rencontré, je ne sais pas comment j'ai rencontré notre temps, je crois. Par notre temps, peut-être. Et j'ai vu qu'il y avait donc cette possibilité. Donc, j'ai trouvé ça très appréciable et j'ai dit, eh bien maintenant, je vais trouver un complément à ma retraite. Parce que je voulais rentrer dans une maison de retraite, mais ma retraite ne suffisait pas. Alors donc, il fallait un complément. Et bon, je me suis renseignée.
C'est ça. Et voilà. J'ai fait cette table ronde avec Sébastien Chernia et Julie Georges. J'ai tout de suite eu une sollicitation, c'est de dire d'avoir une personne qui avait vécu ce partenariat, enfin, cet appui que vous pouviez apporter. Et donc, c'est là où vous m'avez proposé de rencontrer Maggie. Et alors, Maggie, il y a quelqu'un dans la salle qui la connaît. Annie ? Voilà. Et quand j'ai dit que la dire... Alors, c'est tout le hasard, mais comme quoi le monde est petit. Donc, la résidence qu'a choisie Maggie, qu'elle a pu financer avec le viager solidaire, c'est la résidence Tête d'Or. Et donc, tout à l'heure, j'ai dit à Maggie, mais vous allez voir la directrice. Mais quelle directrice ? Celle de Tête d'Or. Ah, je suis contente de la voir. Voilà. Donc, ça, c'est juste le petit... la petite anecdote qui fait que quand je ne savais pas qu'on allait avoir ce lien. Donc vous êtes à la CBPA, mais c'est vrai que Viager Solidaire, on n'a pas de lien direct. On trouvait vraiment intéressant d'avoir... je crois que vous avez des contacts, peut-être en conclusion, vous laissez finir des contacts avec la ville de Paris, avec plusieurs Montpellier, je crois. Oui, des collectivités, mais c'est vrai que c'est avec tous les acteurs. Comme vous, par exemple, on en discutait avec le professeur dernièrement, on est adaptable dans la façon dont on aborde le sujet. On essaie d'apporter une réponse réellement de proximité, c'est-à-dire qu'une personne qui a des difficultés à se décider de partir en établissement, ça lui prend un certain temps, et c'est un temps extrêmement aggravant pour les liens familiaux, parce qu'on est en perte d'autonomie totale, et qu'on sait qu'on doit y aller, mais on n'a pas envie, on a peur, on se demande si c'est pas fatal. Et donc ça peut prendre 2, 3, 4 ans. Et le fait de pouvoir céder son logement, dans les conditions du viager solidaire. Autrement dit, déjà de recevoir une ressource, un complément de revenu, bien évidemment. Et en plus, se laisser le temps d'aller tester un établissement, d'avoir la vie d'un établissement, et la CPPA, bien évidemment, puisque je pense que vous êtes la référence absolument dans l'accompagnement des personnes en établissement institutionnel. Du coup, ça leur donne envie aussi, du coup, d'aller en EHPAD, au lieu de se retrouver face à une véritable contrainte, comme si c'était l'après-mort pour eux. Voilà, donc, et l'idée de se dire, je peux retourner chez moi si ça ne me convient pas, ou enfin, je vais faire 1 mois, 2 mois, puis je reviendrai chez moi, puis l'été, par exemple. Et puis après, je repartirai, puis à un moment, c'est décidé, c'est définitif. Voilà, cet accompagnement, proximité qu'on peut faire, nous, à travers le logement, c'est très très utile pour pouvoir accompagner toutes les phases qui sont liées à la perte d'autonomie. Enfin, je veux dire, voilà. J'avais sur la première diapo repris un message qui est le vôtre. Imaginez dès aujourd'hui d'autres modèles pour financer le maintien à domicile. Et comme en ce moment on fait beaucoup de parallèles avec le rapport Libaud, dont M. Yavarch nous a donné quelques extraits ce matin, j'ai retrouvé dans un des axes aussi de ce rapport garantir le libre choix de la personne âgée en construisant une nouvelle offre d'accompagnement et de soins recentrée sur le domicile. Voilà, donc on est toujours à cette frontière et ce parcours de vie et de soins qui passe par toutes ces politiques, mais aussi ces volontés de la personne de rester dans son domicile. Et c'est vrai, à ce titre, on trouvait intéressant que vous veniez présenter cette contribution que vous avez, même si elle est très nouvelle et très active. Oui. Merci. Merci à vous. Vous vouliez dire autre chose, madame? Oui, je voulais dire quelque chose. Je voulais dire que je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Je suis ravie d'être dans l'EHPAD, dans la résidence Tête d'Or. Je ne peux pas être mieux. Bon, bah écoutez, nous, on est Au premier étage, il y a des résidents autonomes. Nous formons une petite famille. C'est très agréable. On se réunit quelquefois pour boire un petit coup, pour manger, voilà. Et c'est une vie de famille. Il y a une très très bonne ambiance.